Bonjour Benoît Philippon, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le cadre du Focus Polar organisé à l'occasion du Salon international du livre de Séoul. Vous êtes à la fois écrivain, réalisateur et scénariste. En seulement 3 livres, vous vous êtes révélé en grand auteur du roman noir. Votre deuxième roman, Mamie Luger, paru en 2018 en France, a été publié en coréen en juillet 2019 aux éditions Wisdom House pour le plus grand bonheur des fans du polar français en Corée du Sud. Tout d'abord, pouvez-vous saluer vos lecteurs qui vous regardent depuis la Corée du Sud? Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la Corée du Sud. Je suis ravi de faire partie de ce Zoom virtuel. Hélas, j'espérais venir rencontrer le public en réel. J'avais déjà fait, j'étais venu alors pas à Séoul, mais j'étais venu à Busan il y a quelques années. Mon premier film avait été sélectionné au Festival de Busan et j'avais beaucoup aimé la Corée et du coup, j'aurais été plus que ravi de revenir. Mais la prochaine fois, quand la pandémie sera un peu plus calmée. C'est vrai, en Corée du Sud, vous êtes davantage connu comme cinéaste. Pour rappel, votre premier film, Lullaby, tourné en anglais en 2009, a été sélectionné l'année suivante au Festival international du film de Busan. Et votre second long métrage, Moon, le gardien de la Lune, a remporté le prix du meilleur film au Festival de Tokyo et de Toronto en 2015. Et ce film d'animation a réalisé près de 320 000 entrées en Corée du Sud. Vous considérez-vous plutôt comme un réalisateur ou comme un romancier? Alors, déjà, je voudrais à nouveau remercier le public coréen pour les multiples accueils chaleureux qu'il a fait pour mes différents projets, films d'animation et romans. Je me considère comme un raconteur d'histoire, en fait, plus que comme un romancier. Je suis scénariste, j'écris pour les films d'animation, j'écris pour les séries d'animation, j'écris aussi de la bande dessinée. Donc moi, mon vrai métier, enfin mon métier principal, c'est de raconter des histoires, c'est de faire rêver ou faire réfléchir des gens, les émouvoir. Le support caméra, le support de mise en scène de cinéma est un support important pour moi. J'ai fait 2 films. J'aimerais en refaire d'autres. Là, on parle d'adaptation de Mamie Luger en mini-série. Mais voilà, donc je n'ai pas une seule casquette. J'aime naviguer entre ces différentes casquettes, mais la première, c'est conteur, quoi, ça raconte l'histoire. Vous avez déclaré être beaucoup moins influencé par la littérature que par le cinéma. Et vous êtes également connu comme grand fan des frères Cohen et de Tarantino. Connaissez-vous également le cinéma coréen et y a-t-il des films sud-coréens qui vous ont marqué particulièrement? Oui, bah ouais, ouais. Alors effectivement, j'ai dit ça parce que moi, ma formation et mon métier principal, c'est le cinéma. Moi, je viens du cinéma, j'écris depuis, je suis scénariste depuis une vingtaine d'années maintenant. Le Lullaby, c'était en 2009 et les romans, c'est assez récent, ça a 5 ans. Alors, je lis évidemment, mais c'est vrai que mon ADN culturel et de narration, c'est le cinéma. Et oui, je suis très fan du cinéma coréen. Je suis un grand fan de Park Chan-wook. J'ai adoré Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, enfin tous ces films. Thirst et compagnie, Bong Joon-ho qui est effectivement formidable, Kim Ki-duk, enfin ouais, il y a eu cette grande nouvelle vague coréenne, sud-coréenne qui est arrivée en France il y a une dizaine d'années en fait, c'était très très bien distribué en France. Il y a eu un public qui était au rendez-vous et j'en ai fait partie, j'étais très inspiré, très influencé par ce cinéma-là et que je trouve incroyablement fort graphiquement. Je pense que les réalisateurs sud-coréens sont parmi les plus bluffants au niveau de la mise en scène. Il y a une vraie inventivité, il y a une vraie force graphique, il y a une intelligence de la mise en scène. Et puis même sur le propos, sur la narration. Enfin, d'ailleurs, c'est fascinant de voir que Parasite a eu l'Oscar du meilleur film. Moi, j'avais découvert Bong Joon-ho avec Memories of Murder, hein, que j'avais absolument adoré. Donc oui, oui, c'est pour nous très intéressant parce on compare souvent l'hégémonie, c'est le cinéma américain dans tout ce qu'il a de spectaculaire. Et je trouve que le cinéma sud-coréen est tout aussi spectaculaire, mais beaucoup plus original sur son approche, sur son fond, sur des thématiques complètement incroyables qui sont abordées.
et avec un filtre différent, forcément en étant entre notre culture France ou Occident est différente. Donc, du coup, il y a oui, c'est un vrai voyage, quoi. C'est un voyage narratif, c'est un voyage culturel et c'est un vrai voyage cinématographiquement émotionnel très fort, quoi. Mhm. Vous avez donc lancé d'abord votre carrière dans le cinéma en écrivant votre premier scénario, Sueur, porté à l'écran en 2002. Depuis, vous avez participé à de nombreux projets en tant que réalisateur et scénariste. Finalement, en 2016, vous avez publié votre premier roman noir, Cabossé. Et comment vous êtes venu l'envie de l'écrire? J'ai écrit Cabossé juste après avoir fini de réaliser Mune, le Gardien de la Lune, qui était donc mon film d'animation sur lequel on a passé plus de 7 ans à travailler avec mon co-réalisateur. Donc, c'était un gros projet, c'était un gros bébé, c'est une vraie industrie, c'est une vraie entreprise de réaliser un film d'animation. Il y a beaucoup de monde impliqué. On a tourné ça sur plusieurs pays, plusieurs continents. Et c'était assez lourd, enfin assez lourd à porter. Et c'était un univers que j'adore, hein, de poésie, d'onirisme, mais c'était un univers enfant. Et j'avais envie de revenir en sortant de Mune, j'avais envie de revenir vers des sujets plus adultes, plus noirs, plus sociétaux, des sujets aussi de colère. Et, euh, et en fait, j'étais en train d'arriver à un moment où j'atteignais une certaine limite par rapport au cinéma, par rapport à certains sujets qu'on peut aborder. Alors justement, on parle du cinéma sud-coréen. J'ai l'impression que vous pouvez aborder des sujets beaucoup plus, des fois, complexes que nous en France. Des fois, certains sujets semblent un petit peu passer sous le prisme, non pas de la censure, mais d'une certaine frilosité du système de financement et de diffusion. Et j'en avais un peu assez de me censurer justement dans ce que j'allais aborder comme sujet en tant que scénariste. Et je me suis dit, ben, il y a un support sur lequel je n'ai pas besoin de tout ce circuit de validation, de financement, de distribution, etc. C'est la littérature. Alors, il y a besoin de la validation de l'éditeur, mais un roman, on peut l'écrire même sans être édité. Alors, des éditeurs m'entendraient, ils s'arracheraient les cheveux. Je ne dis pas que le roman sera bien, mais en tout cas, il sera finalisé. L'objet sera finalisé. Un scénario, tant qu'il n'est pas tourné, le film n'est jamais finalisé. Pour ça, il faut une équipe, il faut de l'argent. Bref, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais écrire Cabossé. À l'époque, je ne savais pas que ça allait devenir un roman. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'arrive à écrire quelque chose qui ressemble à la littérature, à un roman? Et à la fin, en tout cas, ce sera mon histoire, quoi qu'il arrive, et je pourrais la faire lire ne serait-ce qu'à mes proches. Et je n'avais pas la velléité d'en faire un roman, mais au moins d'en faire une œuvre, enfin un ouvrage fini, une histoire finie. Et donc, j'ai écrit Cabossé comme ça, au fil de la plume et sans censure et sans filtre. Et puis à la fin, je l'ai fait lire un peu à droite à gauche autour de moi. On m'a dit, mais non, mais c'est bien, essaye de le faire éditer. Et puis, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs par des circuits de hasard que seule la vie a dans sa mallette, à ma liste. Le roman a fini chez Gallimard et c'est comme ça qu'il a été édité à la série noire et que ça m'a mis le pied à l'étrier à la littérature, mais ce n'était pas du tout calculé de ma part. C'était un cri du cœur, un cri de rage. Beaucoup Cabossé, c'est vraiment un roman écrit avec les tripes et qui contient beaucoup de colère et du coup qui était vraiment à l'antipode, aux opposés de ce qu'on avait fait sur Mune et qui n'aurait pas pu se faire différemment qu'en littérature à ce moment-là, parce qu'après on a parlé d'adaptation aussi au cinéma, mais du coup, voilà, c'était le premier pas. Vous êtes très actif dans divers domaines en écrivant non seulement pour le cinéma et la télé, mais aussi les séries d'animation, les romans noirs. Comment expliquer une telle variété d'activités et cette liberté est-elle liée au fait que vous avez grandi et voyagé dans plusieurs pays comme en Côte d'Ivoire, aux Antilles, en France et au Canada? Alors, oui, j'imagine que j'ai une enfance très riche, très variée, où effectivement, moi, je n'ai pas connu les frontières. J'ai eu la chance de grandir sur 3 continents et dans différentes cultures très variées et différentes langues, ce qui, moi, m'a ouvert beaucoup d'horizons. Donc, je suis un peu français, mais je suis aussi enfin, je suis multiculturel. Euh, pourquoi une telle variété d'activités? Je reviens sur une de vos premières questions, c'est que je suis raconteur d'histoire, donc qu'importe le support. Au début, j'étais vraiment focalisé
sur le cinéma, parce que ça reste mon médium de prédilection, ça reste la forme qui m'est la plus personnelle. Mais aussi, je suis aussi sensible, évidemment, très sensible à la littérature, à la bande dessinée, au théâtre. Je n'ai pas encore abordé le médium théâtre pour l'instant en tant qu'écrivain, parce que Mamie Luger a été là adaptée en pièce de théâtre. Mais c'est une forme que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ça amène des nouveaux codes de narration. Quand j'ai commencé à faire Mune, je connaissais l'animation en tant que spectateur, mais je ne connaissais pas l'animation en tant que technicien, j'y connaissais rien. Et j'ai appris, alors je l'ai vraiment co-réalisé avec Alexandre Bruyant, qui lui vient vraiment du monde de l'animation, donc qui a chapeauté tout l'aspect le plus technique, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris, j'ai travaillé sur Mune d'une façon très différente à la façon dont j'ai pu travailler sur le bail. Et de la même façon, quand j'aborde le roman, les problématiques ne sont pas les mêmes. On n'a pas la problématique de oh là là, on ne peut pas construire, bon, je ne fais pas de ce genre de roman, mais on ne peut pas construire une citadelle intergalactique qui vole dans le ciel. C'est quelques mots sur un fichier Word, c'est facile à faire. Ça ne veut pas dire que ça va faire une bonne histoire, mais les implications ne sont pas les mêmes. Et là, on est vraiment sur l'implication de comment on trouve des bonnes tournures, des phrases intéressantes, un style qui a de la couleur, etc. Comme au cinéma, on va se dire comment on fait une direction artistique qui a une vraie identité, comment on travaille sur les couleurs, les patines, les contrastes, etc. Là, on le fait avec les mots. Et voilà, et la bande dessinée, c'est encore un autre aspect de narration différente par rapport au découpage, par rapport à l'ellipse, etc. Donc, en fait, j'apprends un peu au fur et à mesure. Je me colle dans un nouveau moule. J'essaie d'apprendre les codes. Moi, je viens toujours avec la même matrice qui est je raconte une histoire. Et parlons un peu plus de votre second roman, Mamie Luger, disponible également en coréen. Son héroïne était un personnage secondaire dans votre premier roman cabossé. Lors de l'écriture de ce dernier, aviez-vous déjà l'intention de faire revenir cette mamie de 112 ans au premier plan dans votre prochain livre? Alors non, pas du tout. Effectivement, quand j'ai écrit Cabossé, je ne pensais déjà pas que ce serait un livre, donc rien n'était calculé. Mais effectivement, au milieu du roman, donc on rencontre Roy et Guillemette, les personnages principaux de Cabossé, rencontrent cette grand-mère de 102 ans, Berthe, Mamie Luger. Et quand je l'ai écrit, en fait, elle m'a tout de suite dépassé. Moi, j'ai senti à l'écrit qu'il se passait quelque chose de très fort avec ce personnage. Elle a 4 chapitres, je crois, dans le roman, et je les ai écrits en quelques jours. Ça a fusé comme une balle. Elle m'a dépassé, elle m'a habité. J'ai tout de suite trouvé son ton, sa gouaille. Et, dans Cabossé, Roy, le personnage principal, a aussi une gouaille qui est un peu différente. Et Roy, faisant 2 mètres sur 2, c'est un molosse, c'est Hulk. D'avoir cette grand-mère qui fait 1 mètre 2, qui a une carabine, qui a un chignon, qui a des grosses lunettes. J'avais tout de suite un contraste très fort qui moi, m'excite beaucoup dans la chimie de la narration, c'est de faire rentrer en contraste des éléments qui ne sont pas censés aller ensemble. Après, on regarde les étincelles et c'est joyeux. Et donc, Mamie Luger, moi, j'ai senti tout de suite un truc très fort avec elle. Et quand on a édité à Cabossé, les retours du roman ont été très positifs. Il y a eu beaucoup de lecteurs et libraires, bibliothèques nous ont soutenus énormément. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'unanimement, ce qui revenait systématiquement à la fin de la critique, c'était « Et la grand-mère, elle est incroyable, et la grand-mère, elle est incroyable ». Donc Berthe était là depuis le début, elle a emporté tout le monde avec elle. Et dans le roman, Cabossé, effectivement, on la voit peu, mais en peu de temps, elle explique à Roy et Guillemette, elle donne un bref aperçu de sa vie, et sa vie paraît incroyable. Elle parle déjà des cadavres dans sa cave, de son rapport au patriarcat, à la domination, le fait qu'elle ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, qu'elle se défendra contre cette violence, etc. Et suite à ces retours sur Cabossé, je disais à mon éditeur, mais c'est vrai que tout le monde aime ce personnage, et c'est vrai que ce que j'en dis là dans Cabossé, c'est déjà un roman en soi, l'histoire de sa vie. Et là, il m'a dit, tu vois ce qu'il te reste à faire. Et je suis ah ouais, effectivement, je pourrais écrire le roman de sa vie. Et donc, contrairement à Cabossé, que j'ai écrit un petit peu au fil de la plume, comme ça, comme un road movie,
Mamie Luger, je l'ai écrit différemment parce que dans Cabossé, elle raconte tellement d'éléments de sa vie que en fait, c'était déjà mon plan d'écriture, de la structure, enfin, pas forcément de la structure, mais en tout cas de ce qu'allait contenir le chemin de fer de Mamie Luger, le roman. Donc, ce n'était pas calculé, mais effectivement, c'est devenu, maintenant, Berthe est devenue une pierre angulaire et c'est assez amusant parce que maintenant, dans chacun de mes romans, je fais allusion, alors dans Joueuse, mon nouveau roman qui est sorti l'année dernière, le personnage de Maxine, le personnage féminin du roman, écoute l'autoradio un moment, puis elle va entendre parler de l'histoire de Berthe qui est en garde à vue. Je vous donne une, une information en exclusivité mondiale, mais mon prochain roman qui s'appelle Petiote, qui sort l'année prochaine, un des personnages féminins principaux du roman s'appelle Cerise, c'est la prostituée à perruque mauve qui est en garde à vue aussi dans Mamie Luger, mais qui du coup n'aura pas de connexion directe avec le roman. Mais j'aime bien en fait construire un univers comme ça où les personnages se retrouvent, se répondent, et où même moi en tant qu'auteur, et le lecteur aussi, mais même moi en tant qu'auteur, je peux encore être surpris dans les prochains romans de me dire bah, tiens, qui on va retrouver, qui je pourrais retrouver comme un vieil ami en me disant tiens, viens, tu veux participer à cette nouvelle aventure qui est une nouvelle histoire et voir où on va, quoi. Et au fil de la plume, construire un univers de plus en plus large, mais dans une même cosmogonie. L'histoire de Mamie Luger se déroule sur un siècle. Quelles ont été les plus grandes difficultés pour retracer la vie tumultueuse de cette femme du XXe siècle? Alors les grandes difficultés, c'était de rester un minimum réaliste. Moi, j'écris pas, je fais pas dans le réalisme. J'écris toujours comme des contes. Donc, il faut jamais me lire en se disant, voilà, on va lire un docu-fiction proche de la réalité de l'histoire, etc. Parce que ça c'est pas mon cas. Moi, je suis plus proche du pulp. Je me retrouve quand on parlait de Tarantino, ce côté un peu fable, fantasmagorie, où on tord la réalité. Inglourious Bastard, à la fin, il tue Hitler dans un cinéma. Enfin bon. Et on est en dehors de toute réalité. Alors, je ne vais pas aussi loin dans Mamie Luger, mais l'idée, c'était d'être très vrai. Ça, pour le coup, je suis très vrai dans ce que ressentent les personnages, dans ce que dénoncent les personnages, dans ce que disent les personnages. Donc, tout le circuit de vie de Berthe, les maris qu'elle va rencontrer et pourquoi à chaque fois elle doit se défendre et se battre contre eux. Ça, c'était une vraie dénonciation par rapport à tous les aspects de la violence faite aux femmes et de la domination des hommes. Ça, pour le coup, je voulais que ce soit très comme dans un conte, qu'on puisse vraiment en tirer une leçon de vie, une leçon, enfin en tout cas une réflexion de vie et de philosophie. Après, tout ce qui est d'histoire, ben, l'avantage que j'avais, c'était que le roman se situe beaucoup dans son petit village auvergnat. Donc, c'est pas l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire en vue d'un prisme d'une femme qui est dans sa petite chaumière et qui vit au fur et à mesure la guerre, mais aussi, en fait, je suis moins l'histoire du siècle que l'histoire des femmes du siècle. C'est-à-dire que je vais effectivement, moi, mon chemin de fer, c'était de suivre les différents moments de libération de la femme, et évidemment le droit de vote, il y a eu la pilule, il y a eu le droit à l'avortement. Alors même si le droit à l'avortement, j'en parle, je le mentionne plus finalement, je l'avais mentionné dans Mamie Luger, la loi Veil, mais j'y fais écho par rapport à toute la problématique de elle qui est faiseuse d'ange, c'est-à-dire qu'elle est avorteuse, etc. En fait, c'était de pointer un peu tous les aspects tous ces aspects-là. Par exemple, en France, le droit à la femme d'utiliser, d'ouvrir et d'utiliser son compte en banque sans avoir l'accord de son mari, qui, dans les années 60 ou 52, je crois, n'était toujours pas valable. Enfin, c'était plus cette histoire-là que j'ai grainé dans l'histoire de Berthe pour illustrer son combat. Il est très rare de voir dans un polar un personnage principal comparable à Berthe, féministe et serial-killeuse âgée de 102 ans, et les lecteurs sud-coréens plébiscitent son apparition dans la littérature noire, et certains d'entre eux ont dit même avoir acheté Mamie Luger juste en raison du profil atypique de son héroïne. Comment expliquer son succès auprès des lecteurs? Bah déjà, je suis très content de voir que les lecteurs sud-coréens se sont emparés de Berthe comme ça. Je pense que, mais en France, c'est pareil. Je pense il y a un rapport très fort, il y a un rapport très fort à nos aînés, à nos aïeux. On a
a priori, à moins de drame individuel, mais a priori, on a tous connu nos grands-parents. Et nos grands-parents, c'est les parents de nos parents. Il y a une sorte de respect hein, par rapport à cette sagesse, par rapport à ce vécu qui est très fort. Et je pense que les personnes âgées, moi, je l'ai connu beaucoup avec ma grand-mère qui est décédée cette année à 96 ans. 96 ans, elle parlait, elle avait plus de filtre parce qu'elle avait tout vécu. C'est un peu ce que je raconte avec Berthe. Elle a tout vécu. Elle avait vécu la guerre, elle avait vécu les nazis, elle a tout vécu. Donc chaque crise, là, elle parlait de la pandémie du Covid. Bah, elle dit, mais même quand il y avait les nazis, on ne portait pas des masques. Enfin, elle faisait des comparaisons qui étaient très étonnantes. Mais de son point de vue, elle dit, on n'a jamais été enfermé comme ça, même quand il y avait les SS à la porte. Et elle ne dit pas que c'était moins grave, juste il y avait des spectres de comparaison qui étaient ultra étonnants et qui peuvent se permettre ces personnes-là, que nous, on ne peut pas se permettre, on n'a pas ce vécu-là. Donc je pense qu'il y a ça, il y a l'irrévérence et la sagesse en même temps dans cet âge-là qui est très fort. Je pense aussi que ça, on l'a analysé un peu a posteriori. Il y a un truc qui marche bien dans Mamie Luger, c'est le fait d'avoir le montage parallèle entre la garde à vue qui se passe actuellement, où elle a 102 ans, et sa vie qui se passe sur le siècle, même si c'est non chronologique. Il lui arrive des choses très dures à travers sa vie. Elle a dû se battre et se défendre contre des violences très, très, très violentes, très, très noires, très dures contre elle, de la part de ses hommes, de la part de Nézi, etc. Et étonnamment, les lecteurs en ressortent souvent en disant qu'est-ce que j'ai ri, elle m'a apporté beaucoup de bonheur, elle m'a apporté beaucoup de joie de vivre à cette grand-mère. Mais parce que le fait d'avoir ce montage parallèle, en fait, on sait qu'elle aura 102 ans. Donc même quand il lui arrive quelque chose de dramatique en 42, en 53, en 60, on se dit ouais, mais elle est toujours là à 102 ans. Donc elle va survivre à tout ça. Et de la même façon que nos grands-parents, ils peuvent nous raconter des choses dramatiques qui leur sont arrivées, ils peuvent nous raconter la guerre avec les larmes aux yeux, mais ils sont là, enfin, ceux qui ont survécu, quand ils sont là. Et du coup, cette distance amène ça désamorce quelque chose de trop dur ou qui pourrait tomber dans le pathos. Ça amène aussi beaucoup de tendresse et je pense que ça amène à une qualité d'écoute de notre part, nous, les plus jeunes générations, de dire ils ont vécu, ils savent. Ils savent pas tout. Et d'ailleurs, Mamie Luger, Berthe, à la fin, elle donne pas une leçon. Elle dit voilà, ça c'est ma vie. Mais si cet exemple-là, il peut servir d'exemple à certaines, je sais pas, elle n'a pas fait un livre philosophique. Elle dit voilà, c'est un témoignage. Et je pense que chaque ancêtre, c'est ça, c'est une pierre de témoignage et à nous de les écouter et de s'en inspirer. Tout le monde n'est pas, tous les témoignages ne sont pas forcément bons à suivre selon les personnalités individuelles, mais je pense que du coup, Mamie Luger et Berthe, et surtout de l'avoir mis sous ce spectre-là d'un thème qui est très fort actuellement, qui est la violence, la violence faite aux femmes, et il y a toute une parole qui est en train de s'ouvrir de façon très large, parce que la violence faite aux femmes ne date évidemment pas d'aujourd'hui, elle est là depuis des millénaires, hélas. Mais enfin, pour une fois, il y a une médiatisation autour de ça. Il y a une écoute. La femme n'est plus muselée. Les hommes sont obligés aujourd'hui d'écouter et c'est très bien. Et du coup, Berthe, c'est aussi un peu un porte-parole de ce combat. Alors, elle ne le fait pas de façon 2.0, ça ne passe pas par les médias, ça ne passe pas par les réseaux, ça se passe par rapport au témoignage de son histoire, mais il rentre en résonance. Et ça, c'était un hasard, parce que quand j'ai écrit Cabossé, c'était bien avant l'affaire Weinstein. Et quand j'ai commencé à écrire Mamie Luger, l'affaire Weinstein explose, on est en plein dans le MeToo. Et c'était intéressant, parce qu'en France, et j'imagine que dans le monde entier, il y avait on entendait deux raisonnements forts sur les réseaux de la part des femmes. C'est d'une part, les hommes, taisez-vous, on vous a trop entendu. Donc, j'entendais ça, évidemment. Et de l'autre côté, c'était le silence des hommes est assourdissant sur cette problématique de la violence faite aux femmes. Et donc, moi, je me suis dit, j'avais évidemment pas envie de rester silencieux, j'avais complètement envie de faire partie du débat, mais de prendre évidemment fait et cause pour le combat des femmes. Donc, essayer de le faire avec le plus de sensibilité et d'intelligence possible. Je croisais les doigts, j'espérais que ma démarche serait comprise, notamment par le lectorat féminin. Et quand on a sorti Mamie Luger, on s'est rendu compte que oui, quoi,
et que c'était un combat qu'il fallait mener aussi du côté des hommes, évidemment, parce que par définition, le féminisme, c'est vraiment un combat à mener par les hommes. Les hommes sont les premiers à impliquer, puisque c'est les premiers à être vecteurs de cette violence et de cette façon d'avilir un sexe qu'ils considèrent comme faible, ce qui n'est absolument évidemment pas le cas. À travers Vex, confronté très tôt à la cruauté du monde, vous abordez, comme vous venez de dire, des thèmes lourds comme les violences et les oppressions dont sont victimes les femmes dans notre société. Cette femme vous qualifie d'auteur féministe. Et que pensez-vous de cette étiquette? Et peut-on considérer Mamie Luger comme un livre engagé? Oui, alors complètement. Donc, j'ai déjà un peu commencé à répondre à cette question, mais oui, moi, je me considère comme un auteur féministe, mais c'est une étiquette que je revendique complètement. J'ai aucun, le féminisme est un terme assez bizarre parce qu'il est considéré comme péjoratif, alors qu'on ne dirait pas de quelqu'un tu es contre le racisme, tu es antiraciste. Est-ce que l'étiquette de l'antiracisme tirait. Bah oui, non, je suis antiraciste. Je trouve qu'on est toutes les races mondiales. Enfin, je ne vais pas commencer à ostraciser une culture parce que ce n'est pas la mienne, une couleur de peau parce que ce n'est pas la mienne, de la même façon avec l'antisémitisme, etc. C'est aujourd'hui des valeurs qui sont complètement rentrées dans les codes courants de nos sociétés et c'est même puni par la loi d'émettre des propos ou d'avoir des actes racistes ou antisémites. Et on n'a pas ça avec la cause féministe, ce que je trouve ultra déroutant. Et donc le terme féministe, il est amalgamé en fait, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un terme de combat féminin, de femmes enragées qui veulent castrer les hommes. Quand on est un homme et qu'on dit féminisme, alors on va dire oh là là, bah, du coup quoi, t'as un problème avec ta sexualité, t'es homosexuel. Donc ces amalgames, c'est aussi c'est très clair, c'est pour étouffer une cause qui fait peur aux hommes, parce que les hommes, ils n'ont pas du tout envie, enfin les hommes, je parle de cette caste patriarcale, ils n'ont pas du tout envie que le pouvoir se rééquilibre. Je ne parle pas qu'il se retourne, c'est juste qu'il se rééquilibre. Ça fait peur à beaucoup de dominants. Donc effectivement, cette étiquette fait peur. Mais évidemment, enfin, moi je suis féministe, je suis antiraciste, je suis anti-homophobe, enfin, tous ces sujets sur des violences de minorités, en plus, c'est même pas des minorités. La femme, c'est pas une minorité, il y a une femme sur deux sur cette planète. Donc, c'est toute culture confondue. Donc c'est un peu bizarre, mais oui, moi, en tout cas, je revendique complètement l'idée que dans mes ouvrages, je traite de cette problématique de la violence faite aux femmes. C'était pas un cheval de bataille au tout début. J'en parle dans Cabossé parce que Guillemette, donc le personnage féminin principal, est victime elle-même de violences conjugales. Ça faisait partie des multiples sujets traités dans Cabossé, parce que Cabossé traite de plus de sujets larges que Mamie Luger, notamment effectivement aussi de racisme, d'homophobie, de violences faites aux enfants, de pédophilie, etc. Donc, Mamie Luger, je me suis vraiment concentré sur le combat de la femme. Et je retrouve aussi ça dans Joueuse. Dans Petiot, il y aura à nouveau un fond sur un combat féministe, mais d'autres combats aussi sur beaucoup d'autres sujets. Donc, je veux dire, je ne suis pas enfermé juste sur ce combat-là, mais c'est un combat qui me paraît extrêmement important. Je suis tellement content, heureux et reconnaissant que le public me suive sur Mamie Luger principalement. Et quand je dis le public, c'est beaucoup de public féminin. Je dis ça parce que en tant qu'homme, quand on aborde ce sujet et qu'on se dit bon, je vais faire parler une femme de 102 ans et aborder toute une problématique du rapport de l'homme à la femme et du combat féminin sur un siècle, je peux aussi me retrouver sur le bûcher et de dire qui es-tu pour dire ça, quoi. Et ça a été l'inverse. J'ai eu une grande chance. J'ai fait des grosses tournées en France avec le roman pendant 2 ans, un peu dans toute la France, dans des librairies, bibliothèques, médiathèques, etc., avec beaucoup de lectrices qui avaient lu et qui étaient venues pour faire des questions-réponses et unanimement ravis, proches de Berthe. Et une phrase qui revenait souvent, c'était merci. Enfin, on me remercie d'avoir écrit ce roman
en étant un homme. Il me disait, ça fait du bien de voir un homme qui écrit ce genre de choses. Alors, je ne dis pas, évidemment, hein, je ne chercherai absolument pas à prendre la place d'une autrice sur ce sujet-là. Je dis juste, en tant qu'homme, bah, je trouve ça bien. Nous, notre devoir, maintenant, c'est moins de parler aux femmes de ce problème-là, parce qu'elles sont très au courant, mais c'est beaucoup de parler aux hommes de ce problème-là. Et qu'ils écoutent, qu'ils ne soient pas juste à dire c'est un problème féminin, hein, c'est un problème sociétal, c'est un problème global. Et je cite souvent cet exemple de Martin Luther King et des manifestations en Tennessee dans les années 60, Memphis, etc., sur les droits civiques des Noirs, des Afro-Américains, et dans cette marée humaine de gens, d'hommes et de femmes noirs, mais il y avait aussi quelques blancs qui venaient, qui se sont immiscés dans cette foule-là pour les soutenir. Autour, il y avait tous les blancs qui étaient réfractaires, et au milieu de cette foule, il y avait des gens qui n'étaient pas victimes de ces violences-là, mais qui, en étant du côté des méchants, j'ai envie de dire de façon presque manichéenne, rentraient dans leur rang et disaient ben voilà, nous on déghettoise cette pensée, on déghettoise votre combat, parce que c'est trop facile de dire c'est un problème de noir, c'est un problème de gay, c'est un problème de femme, c'est un problème de société, et surtout nous, et là je mets le projecteur sur nous, les hommes blancs hétéros, donc c'est moi. Je suis vraiment dans le camp de tout ce qui fait, entre guillemets, le mal, de tout ce qui domine. Donc, je suis obligé de prendre, enfin, moi, c'est mon combat, c'est de dire, je suis obligé de prendre la parole et de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc, voilà, je soutiens à fond la cause, ces combats-là, quoi. Un autre atout de ce livre que le lecteur apprécie est le récit qui alterne à merveille entre la tragédie et la comédie. Comment parvenez-vous à trouver le juste milieu dans l'humour et le sérieux? Alors ça, c'est vraiment une technique de scénario. C'est même une Mm. technique de mise en scène. C'est du montage. Moi, j'ai beaucoup appris avec les films, mais aussi avec les séries. Le principe de la série sur des formats très courts. En film, en général, ou en série, on a les formats des séquences elles sont pas timées, mais il y a quand même un calibre qu'on retrouve. On n'a pas forcément ça en roman. En roman, on peut écrire des chapitres qui font 50 pages, des chapitres qui font 2 pages, des chapitres qui font 100 pages. Il y a une liberté stylistique qui est très forte, mais moi, j'essaie plutôt de respecter une forme scénario. Donc, mes chapitres, ils ont quand même relativement souvent le même format. Ils font entre 5 et 10 pages. Et après, c'est du montage, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais jouer sur des ruptures de rythme, des ruptures de ton. Je sais que si je finis telle séquence, je vais dire séquence du coup, tel chapitre sur une situation de tension ou de drame ou d'humour, je dis le raccord, et raccord c'est un terme de montage, comment je raccorde ces deux scènes, je vais essayer de faire quelque chose qui ne va pas du tout dans le même sens de ce que je viens de faire pour créer la surprise chez le lecteur. Et créer l'attente aussi. C'est-à-dire que si je finis sur de la tension, si je suis sur un cliffhanger, je mets une scène entre les deux qui va prendre qui va aborder une autre situation, et le lecteur qui s'attendait à avoir la résolution de cette scène-là, non, il va falloir attendre encore, donc il faut continuer à tourner les pages, ça crée cette dynamique de demande. C'est pour ça comme ça que les séries, on parle de binge-watching, c'est parce que on a toujours envie de voir la suite, parce qu'à chaque fois, les scénaristes sont malins, ils disent tiens, tu veux ça, je te donne ça pour l'instant, ça, tu l'auras un peu plus tard. Et ça crée le système de la demande. Et après, l'humour et le sérieux, c'est juste, en fait, on a 3 couleurs. Moi, j'ai aussi l'émotion, parce qu'on parle souvent de sérieux et d'humour, mais j'ai vraiment la carte émotion qui est importante. Et en fait, chacun de ces aspects-là, on peut vite tomber dans un excès. C'est-à-dire que si on fait trop d'humour, on rentre dans une certaine forme de gaudriole et on n'est plus pris au sérieux. Si on rentre trop loin dans l'émotion, on va tomber dans quelque chose qui peut devenir un peu mielleux, un peu sirupeux. Et si on tombe dans quelque chose de trop sérieux ou trop noir trop longtemps, ça va commencer à être plombé. Et c'est ce qui s'est passé par exemple sur Cabossé, qui est un roman plus noir. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, il faut qu'il rencontre un personnage comme Bert, parce que je me disais là, ça fait un peu trop longtemps qu'il leur arrive des trucs durs, j'ai besoin de leur amener de la lumière. Donc j'ai écrit, je me suis dit, une grand-mère qui offre une soupe à des fugitifs en cavale, voilà, là j'ai mon contraste. Et donc en fait, c'est systématiquement cet équilibre-là qui permet
qui permet de trouver le bon équilibre, effectivement, au moment où je me dis là, je suis trop longtemps dans une scène trop dure, je vais perdre mon lecteur. Je fais une coupe, je fais un cut, j'amène une petite blague qui désamorce un peu la tension, mais quand même qui dit attention, on va quand même y revenir, c'est un petit break. Et en ça, en fait, toute la structure de la garde à vue m'aidait à avoir ces espaces d'insert de situation qui permettaient à Berthe, parce que Berthe a 102 ans, en fait, quand il lui arrive quelque chose de dramatique quand elle a 40 ans, si j'insère Berthe à 102 ans qui dit quelque chose qui pas des dramatismes, mais qui montre que déjà elle est toujours vivante, mais qui en plus, elle envoie quelques punchlines, on respire et là, après, on peut replonger. Donc, en fait, c'est un jeu de rythme, c'est une danse, hein, c'est un équilibre de rythme et de saveur. Et je pense que moi, j'aime pas être unilatéral dans un ton et dans un rythme. Et donc, pour ça, c'est vraiment du montage. Et pour avoir monté de longs métrages, c'est vrai qu'on a vraiment cette timeline sur Avid qui nous permet de faire des découpages. On dit qu'est-ce qui se passe si on prend telle séquence et on la met là. On peut inverser tout. On fait complètement la même chose en roman. Je ne sais pas si d'autres auteurs, je ne sais pas comment travaillent les autres auteurs, mais moi, j'écris mes romans. Par exemple, j'écris mes romans par chapitre, comme tous les auteurs. Mais chaque chapitre, je les écris sur un fichier Word indépendant. Je n'ai pas un fichier sur tout le roman. J'ai un chapitre 1, 2, 3. Des fois, je vais écrire le chapitre 40, etc. Et après, sur mon explorateur, j'ai mes 40 chapitres et après je fais mon montage. Donc des fois il y avait un chapitre que j'ai pensé être le chapitre 3, mais en fait je me dis ah tiens, si je le mets en 10, qu'est-ce qui se passe? Ou si le premier chapitre de Mamie Luger n'était pas le premier chapitre du roman. Ça commence la ligne qui pite, c'est blam blam, elle est en train de tirer, on arrive vraiment bam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une grand-mère qui est en train de tirer sur le voisin? Normalement c'était à 4e ou 5e chapitre. Donc, il l'interrogeait, il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis bah, là, elle évoquait ce qui s'est passé. Alors que là, je me suis dit, tiens, si on commence direct par ça, on rentre, il y a un côté soldat Ryan, on est directement dans le débarquement, on ne sait pas ce qui se passe, puis après, on se pose avec les personnages. C'est des effets de mise en scène. Et j'aime bien jouer avec c'est vraiment les mêmes effets que cinéma, et c'est travailler aussi avec le son, avec l'image, et le faire passer à travers les mots. Mais il y a plein d'effets de spectacle qu'on peut utiliser dans le roman et j'aime bien jouer avec ça. Le lecteur savoure également les scènes de dialogue qui leur permettent de s'immerger d'emblée dans l'histoire et la vie des personnages. Que représentent les dialogues dans vos romans? Alors, les dialogues, c'est primordial pour moi parce qu'en fait, donc, comme dit plus haut, moi je suis scénariste avant d'être romancier et par définition, donc en tant que scénariste, on a deux qualités, j'ai envie de dire. C'est on raconte une histoire qui va après être au cinéma, mais la seule qualité littéraire qu'on a, c'est les dialogues. C'est la seule chose qu'on met et qui va vraiment le reste, les d'escalier, les explications et descriptions de scène. Après, c'est des intentions pour le metteur en scène pour qu'il mette ça à l'image. Mais les dialogues, ils vont rester, ils vont être dits par les comédiens, etc. Et un bon dialoguiste, enfin des bons dialogues, ça va donner toute une saveur, toute une identité, toute une force, comme on dit, dramatique à un film. Et moi, quand j'étais en tant que scénariste, j'ai toujours beaucoup aimé développer mes dialogues. De la même façon qu'effectivement, quand Tarantino il arrive en 94 avec Pulp Fiction ou un peu avant avec Reservoir Dogs, on se dit waouh, quel dialoguiste incroyable, parce que d'un coup, il écrit des films qu'on a vus 1000 fois, mais les personnages se racontent des choses, des fois anodines, hein, le fameux Royal Deluxe with Cheese, on s'en fout de cette histoire de burger, mais en fait, il en fait 5 minutes et ça devient délectable parce que c'est des gangsters qui vont buter d'autres gangsters et ils parlent du système métrique européen et c'est assez fou. Et en France, on a une grande culture du dialogue qu'on a beaucoup perdu depuis un moment. Mais moi, par exemple, j'ai grandi avec Bertrand Blier, qui est un très très grand réalisateur et dialoguiste, scénariste dialoguiste français, surtout dans les années 60-70, 80, il fait froid, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai grandi beaucoup avec Blier. On me compare souvent avec Michel Audiard, parce que Michel Audiard, c'est vraiment le dialoguiste avec la gouaille en France. Alors, j'aime beaucoup Michel Audiard, il a un sens du mot et de la punchline qui est très fort, mais pour moi, il n'a pas le degré de folie et de décalage qu'a Blier. Et de la même façon, de façon plus vieille,
plus classique, je suis un très grand fan de Prévert. Prévert, quand il travaille avec Marcel Carné ou avec Jean Renoir, le son, enfin, le travail sur l'intelligence et le ton des dialogues est exceptionnel. C'était Prévert qui avait fait aussi tous les dialogues du Roi et l'Oiseau, le film d'animation de Paul Grimaud. C'est absolument magique. Donc la notion le dialogue, c'est pas juste là pour servir des personnages qui vont se dire passe-moi la soupe. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et donc quand j'ai commencé à écrire mes romans, je me suis dit, j'avais ma patte de dialogue, je me suis dit, je veux retrouver ça dans mes romans. Donc à la fois dans les dialogues, mais aussi même dans mon style d'écriture. Je n'ai pas une écriture littéraire au sens classique, j'ai une écriture pas parler non plus, mais enfin, il y a une couleur qui casse un peu les codes d'une certaine littérature classique et qui est en fait la couleur de mes dialogues. Envisagez-vous de porter vous-même en vos romans à l'écran? Oui, oui, oui. En fait, j'ai failli adapter Cabossé au cinéma. On avait été assez loin. On avait les producteurs, on avait les acteurs, l'équipe. On n'a pas réussi à monter le financement. C'est un film un peu particulier. Et là, ça aurait fait un beau film. Après, on continue à réfléchir autour de ça. Et là, en ce moment, je suis en discussion avec des producteurs sur donc Mamie Luger. On est en discussion assez avancée avec une productrice pour l'adapter en mini-série. Je voudrais en faire un format a priori 6 fois 52 minutes. Et bon, si tout va bien, oui, ce serait moi qui l'adapterai. Et on parle aussi d'adapter Joueuse au cinéma, pour le coup, sur un format long métrage. Mais ça, c'est plus récent et on n'a pas encore très avancé. Mais en tout cas, oui, l'idée, j'écris de façon très cinématographique. Donc effectivement, les producteurs sont souvent intéressés par l'univers que ça propose. La Petite, le 4e roman qui sort en 2022, sera aussi un vrai bonheur à voir au cinéma. Donc j'espère que chacun de ces romans, à un moment, oui, seront illustrés par la caméra parce que je suis un auteur tellement cinématographique que c'est assez cohérent. L'édition 2021 du Salon international du livre de Séoul a pris la ponctuation pour thème et propose de réfléchir ensemble à la voie à prendre après le Covid-19. Comment vivez-vous cette période sans précédent? La période du Covid, je la vis comme tout le monde, un peu à moi. Oui, c'est ultra déroutant. Nous, on fait partie des privilégiés. Enfin, moi, je fais partie des privilégiés. Je n'ai pas été très impacté par le Covid. Je l'ai eu, je n'ai pas été très malade. Ça n'a pas freiné ma dynamique de travail. Mais au niveau international, honnêtement, je suis comme tout le monde, je suis perdu. Je ne sais pas ce que ça représente dans les années à venir, à quel point on a tout abîmé. Je pense qu'on continue. La seule chose que je vois, c'est que je pense on va quelque part, on va dans un mur. Ce qui se passe avec le Covid, c'est dramatique, mais ce qui se passe avec la planète, c'est bien plus dramatique. Le GIEC a refait un rapport il y a quelques semaines qui est ultra alarmant, qui est bien plus alarmant que le Covid. En gros, dans 20-30 ans, on aura une planète qui est plus habitable et le gouvernement, enfin les gouvernements internationaux ne font rien. C'est la dynamique de l'autruche. Alors là, le Covid, on s'est tellement pris dans la face que tout le monde a dû réagir, mais c'est ça qui m'effraie. Après, moi, d'un point de vue individuel, moi, je continue à écrire. Le confinement, j'ai écrit. La seule chose qui va changer, c'est qu'a priori, je vais peut-être aller vivre à la campagne parce que je me suis quand même rendu compte que vivre dans les grandes villes, quand tout s'arrête, ça n'a plus aucun intérêt. Et ça m'a donné envie de me reconnecter avec la nature. Mais oui, c'est une période où je pense on ne prend peut-être pas encore assez la mesure de ce que ça veut dire, de nous, notre impact en tant qu'humain sur cette planète. Je pense qu'une fois que si vraiment on déconfine, si vraiment tout le monde est vacciné et si le Covid, dans 2 ans, c'est oublié, je pense qu'on oubliera véritablement et que les gens n'auront pas intégré forcément, ils n'auront pas pris la leçon. Sur le premier confinement, on disait ah, c'est formidable, la nature reprend ses droits, on voit des dauphins dans le canal à Venise, on voit la pollution en Chine qui a baissé, etc. Ouais, et du coup, on en a fait quoi de ça? On n'a rien fait parce que 2 mois plus tard, on était démasqués et tout le monde préférait aller boire des bières en terrasse. Et ça m'effraie, quoi. Donc, ouais, j'ai pas un bilan très positif là-dessus.
Avant de nous quitter, pouvez-vous laisser quelques mots à vos lecteurs et vos spectateurs sud-coréens qui espèrent vous recevoir un jour dans le pays du matin calme? Ben, écoutez, j'ai envie de dire, j'espère qu'on va se voir en vrai bientôt. Je sais que il me semble, et j'ai cru comprendre que mes prochains romans seraient aussi adaptés en coréen. Donc, il y aura d'autres occasions de discuter, de se rencontrer. Et une fois de plus, moi, j'adore voyager et j'ai beaucoup aimé la Corée. Je ne connais pas Séoul, donc j'aimerais beaucoup aller visiter Séoul. Et c'est très touchant pour moi, bah, en étant français, en racontant l'histoire d'un personnage aussi français et auvergnat que Berthe, de discuter avec vous et de me dire qu'il y a des lecteurs en Corée du Sud qui sont touchés par ce personnage. Je vois de temps en temps sur Instagram, je tiens à vous dire, lecteur coréen, je vois ce qui se passe sur Instagram. Des fois, je ne comprends pas parce que c'est écrit en coréen. Mais je vois des photos de gens qui lisent à la plage avec des boissons très coréennes. Et je vois un burger à côté. Je fais, ah, quel exotisme incroyable. Et c'est fou, ils lisent cette histoire et qui semble les toucher alors qu'on n'est tellement pas à la même culture, mais en même temps aussi, il y a tellement de la même façon que, comme on disait tout à l'heure, moi, les films de Park Chan-wook me touchent énormément alors que je suis français ou Kim Ki-duk. Tout ça pour dire que ouais, c'est fort d'avoir cette connexion par quelque chose qu'on a écrit. Donc j'espère qu'on pourra en parler de vive voix et sans masque. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps précieux et j'espère que cette interview permettra aux lecteurs de mieux comprendre votre univers et donnera surtout envie de découvrir vos ouvrages et vos films. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. J'étais ravi. Au revoir. Au revoir, à bientôt à Séoul. À bientôt.